Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire un récap sur TP5, donc séance 3, partie notebook, fonctions et modules. Je profite aussi de cette vidéo pour vous montrer comment enregistrer le fichier correctement pour avoir la bonne extension .ipnb. Donc je vais tout simplement cliquer sur le lien et ici je vais faire enregistrer sous. Alors l'étape qui permet de faire ça correctement, c'est dans type, il va falloir que je coche tous les fichiers. Et bien tout simplement ici j'enlève .txt pour avoir la bonne extension. Je vais enregistrer le document et je reviens dans mon Jupyter. Alors il est important de noter que cette console, vous ne devez pas la fermer, sinon Jupyter ne peut pas fonctionner correctement. Donc sur certains PC, le téléchargement de documents est automatique, ce n'est pas le cas chez moi, donc je dois faire upload. Et donc choisir mon document et télécharger. Donc vous voyez, il est affiché ici. Donc je la lance. Ça met un peu de temps à charger. Ok, donc avant d'attaquer les exercices, je reviens sur quelques questions que j'ai eues pendant les séances de TP. La première question, c'était sur les arguments et la sortie, plutôt concernant la définition de ces deux notions-là. Donc il faut savoir que les arguments, en général, quand on en parle, il y a deux types. Il y a des arguments d'entrée et les arguments sortis. Donc ici, c'est des résumés par argument, donc sous-entendu entrée, et du coup la sortie. Alors, les arguments d'entrée, on est en train de parler des informations qu'on fournit à un programme ou à une fonction. C'est-à-dire que ici, la fonction prise en compte, c'est input. Donc, entre parenthèses, on fournit à notre fonction une indication qu'elle va devoir donner à l'utilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, input entre votre prénom, c'est entrer votre prénom, ce texte-là, il va afficher sur la console. Donc ça, c'est l'argument d'entrée. C'est-à-dire que c'est nous, en fait, les développeurs, on va fournir ces informations à notre programme. Ensuite, concernant la sortie, c'est donc sous-entendu le résultat de la fonction, c'est-à-dire que ce que j'obtiens en fin de ma fonction. Donc input, cette fonction, ça permet de récupérer justement le texte saisi depuis le clavier par l'utilisateur. Donc ici, la sortie est naturellement le texte saisi par l'utilisateur. Et aussi, cette sortie, on peut soit l'enregistrer dans une variable comme montré dans l'exemple, ou bien directement faire un print pour afficher donc ce résultat. Alors ça, c'était la première question. On continue un petit peu, on arrive à cette fameuse fonction importation de bibliothèque. Donc ici dans l'exemple, il est écrit correctement sans aucun problème. On peut faire une compilation pour montrer que ça fonctionne. Ici dans cette bibliothèque, j'ai juste importé donc sinus et pi, les deux éléments. Je peux aussi faire une étoile pour importer tous les éléments de la bibliothèque. Donc ça ne gêne pas du coup le fonctionnement. Au contraire, quand vous avez besoin de plus de fonctions, ça peut fonctionner automatiquement. Ça, c'était la première façon de faire. Quand vous allez plus loin, vous allez voir, il y a une deuxième façon de faire. C'est justement faire import directement. Ensuite, vous mettez le nom de la bibliothèque. Math. Okay. L'avantage de cette méthode, c'est que vous pouvez importer du coup plusieurs bibliothèques en même temps. Par exemple, vous faites math et random. Ça ne vous oblige pas de répéter du coup plusieurs fois les mêmes mots-clés, import from, etc., etc. Donc ça peut enchaîner par la suite. Mais le désavantage, l'inconvénient, c'est que ça ne fonctionne pas justement tout court comme ça. Alors, pour le tester, je vais devoir donc réinitialiser tout mon programme parce que l'historique il a été enregistré. Donc là, je recompile ma console, elle me fait bien donc name p is not defined. Donc le nom p n'est pas défini. C'est-à-dire que là ici, si je fais ça tout simplement, le p ne peut pas être reconnu par mon programme. Donc ce qu'il faut faire, c'est vous ajouter du coup mat.
devant l'élément dont vous sollicitez, que ce soit une fonction ou une valeur, enfin une constante hein, comme le pi, pour que ça fonctionne. Donc ici j'aurais fait la compilation, donc ça fonctionne. Ok, donc les deux méthodes, il y a des avantages et il y a des inconvénients, donc selon ce dont vous avez besoin, vous pouvez choisir. Donc si je vais un peu plus loin, j'avais une fameuse question sur oui, la complétion automatique. Alors ici tout simplement ce qu'il faut faire, c'est vous enlevez le point, en gros vous recommencez le code et puis vous tapez le point ensuite sur la touche tab. Ok, donc alors ça fonctionne par moment, j'ai testé plusieurs fois, parfois ça fonctionne, parfois pas. La seule chose à faire attention, c'est que la touche tab, c'est celle-ci avec les deux flèches. Ensuite, vous avez l'accès à l'ensemble des fonctions et éléments dans cette bibliothèque. Donc si jamais cela ne fonctionne pas sur Jupyter, vous pouvez aussi tester sur Spyder. Alors ici c'est pareil, hein, j'enlève le point et je fais le point à nouveau, donc il m'affiche automatiquement l'ensemble des éléments, la liste complète. Ok, donc ça rejoint, hein, ça revient en même. Donc je vais encore un peu plus loin sur la définition d'une fonction. Donc le syntaxe il est donc présenté ici, où il y a plusieurs choses à faire attention. Donc premièrement, le mot-clé pour définir justement une fonction, c'est def, comme définir. Ensuite, ici, vous mettez le nom de la fonction et entre les parenthèses, vous mettez bien les arguments d'entrée. D'accord? On en a parlé au début de la vidéo. Les arguments d'entrée, c'est ce qu'on va communiquer à notre fonction. Ce sont des valeurs que la fonction doit récupérer depuis l'extérieur, que ce soit une autre fonction ou autre. Donc ici, il y a plusieurs choses à faire attention. Vous n'avez pas besoin de préciser le type, contrairement aux plupart d'autres langages de programmation. Donc ici, pas besoin de présenter le type. Et bien sûr, l'argument, il peut y en avoir plusieurs. Donc chaque élément est donc séparé par les virgules. On va regarder ça dans les exercices tout à l'heure. Donc n'oubliez pas les deux points, ici faites attention au décalage, donc pour dire que tout ça, ça fait partie de ma fonction. Ok, donc ici vous mettez le code et finalement ce qui est important c'est de retourner cette valeur résultat pour pouvoir faire une communication dans le sens, là je vais envoyer du coup le résultat que j'obtiens dans ma fonction. Ok, donc par contre, faire attention, cette return n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que vous imaginez, vous avez besoin de faire une fonction juste pour afficher quelques textes, donc il n'y a pas de valeur retournée, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de calcul, donc cette ligne, elle est tout à fait optionnelle, mais la bonne chose en Python, c'est que vous pouvez retourner en même temps plusieurs valeurs, c'est-à-dire que ici, vous pouvez mettre résultat 1 et résultat 2, par exemple. Ok, on va essayer de voir si on aura ça dans les exercices.